Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus dans notre programme qui vous propose un partage de connaissances sur la cuisine médiévale à travers des mets et des mots. Entre la recrudescence de Covid et les travaux à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation qui nous accueille habituellement, eh bien, c'est chez Bruno Loriot que nous avons dû nous refugier pour retourner notre podcast. Professeur d'histoire du Moyen-Âge et de l'alimentation, président de l'IUHCA et responsable du programme Corema, Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge. Bruno Loriot, bonjour. Bonjour. Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Loïc Bienassi, historien de l'alimentation et chargé de mission scientifique à l'UHCA, et moi-même, Fabien Mullers, chargé d'enseignement dans le cadre du Master Culture, Patrimoine et Alimentation et chercheur associé au programme Corema. Nous avons eu envie de consacrer ce nouvel opus aux idées reçues dans la cuisine du Moyen-Âge. Elles sont fort nombreuses et nous avons dû faire une sélection. Mais en premier lieu, j'aimerais évoquer le plus gros cliché sur cette cuisine du Moyen-Âge, les épices qui seraient utilisées pour cacher le goût des viandes avariées. Alors évidemment, c'est une bêtise. Hein. C'est pas une bêtise de ta part, mais c'est une bêtise qu'on entend souvent, qui a d'ailleurs une histoire. Hein. En réalité, on voit que ça commence à se construire progressivement à partir du XVIIIe, puis au XIXe, cette idée. Elle ne tient pas la route, puisque les épices, d'abord, n'ont pas de propriété de conservation, d'une part. D'autre part, qu'elles sont extrêmement onéreuses, et on dispose d'un mode de conservation pour les viandes qui est bien plus efficace et moins onéreux, qui est le sel, et qu'on voit effectivement dans les livres de cuisine et dans les contes alimentaires. Et puis enfin, de toute façon, on aime la viande fraîche au Moyen-Âge, on aime même la viande très fraîche, je dirais même on aime la viande trop fraîche par rapport à nos critères actuels, par rapport aux critères de la viande maturée ou un petit peu raciste qui vont se développer justement à partir du XVIIIe, du XIXe. Donc c'est une idée qui ne tient pas la route. Malheureusement, certains historiens de renom, parfaitement incompétents dans le domaine, ils avaient des compétences mais pas dans le domaine de l'histoire de l'alimentation, ont contribué à la diffuser, à commencer par Fernand Braudel lui-même, qui attribue cette idée à un de ses collègues, qui lui aurait dit ça, sans évidemment fournir aucune source et pour cause. Ça continue à être diffusé parce que ça correspond à l'idée qu'on peut avoir du Moyen-Âge, c'est-à-dire forcément des gens qui mangent mal. Mais alors, je suppose que quand on a les moyens de se payer des épices, on a de toute façon les moyens de se payer de la viande fraîche. Oui, bien sûr. Et puis c'est de toute façon recherché comme étant très frais. Par exemple, la viande à l'époque, il y a une traçabilité extraordinaire, c'est-à-dire que dans les villes, on voit les troupeaux arriver, qui vont être sacrifiés, qui vont être abattus, découpés. De visu. Oui, pratiquement. Oui, on peut choisir sa vache. Enfin bon, j'exagère un peu, mais on n'est pas très loin de ça, par la même personne qui est un boucher. C'est le boucher qui va tout faire. Donc, on sait que les achats de viande coïncident strictement avec, par exemple, les rythmes du carême. Donc, on mange de la viande quand on en a besoin. Là, on parle du XIVe et du XVe siècle, les derniers siècles du Moyen-Âge, qui sont des siècles plutôt carnassiers. La vérité là-dedans, par contre, c'est qu'évidemment, on consomme beaucoup d'épices au Moyen-Âge. Alors, bien sûr, oui, bien sûr. Et donc, forcément, on a cherché des explications faciles, aisées. Hein, et c'était l'explication qui coïncidait le mieux avec l'image dégradée qu'on pouvait avoir du Moyen-Âge. Et alors, quand on parle des modes de conservation, donc il y a le sel, naturellement, mais moi, je pense à conserver les aliments dans le froid. Ce qu'on a appelé les oubliettes auraient été en réalité soit des silos, soit des glacières. Est-ce qu'on a une piste sérieuse là-dessus ? Alors ça, non plus, ça tient pas la route. Les oubliettes ou les glacières ? Les oubliettes, bien sûr, mais les glacières, c'est quelque chose qui est plutôt de l'époque moderne. Hein. D'accord. Et ça correspond non pas au souci de conserver de la viande, mais au souci de boire frais.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait ces glaciaires. On est, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, dans une époque qu'on appelle le petit âge glaciaire. Il fait très froid, enfin, il fait plus froid que dans la période précédente. Donc, on peut avoir des glacières. Se procurer de la glace absolument. Et stocker. Et la stocker. Ouais. Mais c'est pour la boisson. D'accord. C'est pas du tout, ni pour les sorbets, même s'il y en a un petit peu à partir de l'époque moderne, pas du tout au Moyen-Âge, et c'est pas pour conserver la viande. Hein. Et ce qui est vrai, c'est que parfois on va visiter des châteaux médiévaux, il y aura marqué glaciaire, mais c'est généralement une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Voilà, qui est souvent un peu osée. Et elle peut avoir été construite postérieurement. D'accord. Alors, continuons avec nos idées reçues sur l'alimentation du Moyen-Âge. Donc, on a parlé de la viande, et donc, effectivement, au Moyen-Âge, on ne mange que de la viande, c'est bien ça? Alors, à la fin du Moyen-Âge, on a des siècles, comme je l'ai dit, carnassiers. C'est-à-dire, on consomme plus de viande qu'avant et plus de viande qu'après. Sur les 14 et 15e siècles. On parle des élites en plus. Là. Alors, les élites, mais même les analyses qui ont été faites sur, par exemple, le monde paysan, je pense à certaines analyses un peu anciennes maintenant de Leroy-Ladurie là-dessus, hein, montrent que quand même, la viande est davantage consommée au 14e, 15e qu'elle ne le sera et qu'elle ne l'a été. Bon, c'est des siècles carnassiers. Dans certains milieux élitaires, en effet, on a des consommations tout à fait considérables. On a pu calculer certains chiffres absolument étonnants, du genre 400-500 grammes de viande par jour pour un individu, ce qui peut être évidemment assez considérable. Donc ça, c'est vrai. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on mange que de la viande. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et cette image alors du cochon rôti que l'on retrouve aujourd'hui sur de nombreuses fêtes médiévales et dans des événements historiques, on renvoie encore aujourd'hui dans cette interprétation de l'histoire cette image du cochon rôti qui tombe sur la broche. Oui, alors le cochon rôti, c'est vraiment une image, là, je dirais plus de l'Antiquité en fait. On pense au festin de Trimalcion de Pétrone, hein, dans le Satyricon, qui est exactement ça, hein, où le cochon troyen, le porc troyen, comme on dit, parce qu'il est lui-même farci de toutes sortes de choses, comme l'était le cheval de Troie, hein, c'est pour ça qu'on appelle le porc troyen. C'est une image qui vient de l'Antiquité. Elle était connue des élites médiévales, mais pour autant, elle n'a pas influencé la consommation. Alors, le porc est consommé, mais pas plus que d'autres viandes, et plutôt moins, par exemple, que le bœuf. La viande la plus consommée au Moyen-Âge, c'est le bœuf. C'est un peu curieux, on s'y attend pas, mais pourtant c'est ça. Et par contre, c'est pas un bœuf de grande qualité, c'est souvent un animal de réforme, qui a fini sa vie de travaux agricoles ou sa vie pour une vache de donner bas à des veaux, de mettre bas. Et donc, voilà, c'est pas une viande de grande qualité, mais c'est la viande dominante. D'accord. Mais il y a également des légendes positives sur la cuisine ou l'alimentation au Moyen-Âge. Je pense par exemple à tout l'apport des croisades. Oui, alors... C'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de légendes. Hein. On attribue aux croisades beaucoup de choses. Hein. Quand vous baladez en France, vous avez souvent un endroit où on vous dit « ce fruit-là, cette préparation-là, ça nous vient des croisades. » La prune de Damas. La prune de Damas et autres. C'est des choses qu'on a ramenées d'Orient. Alors en fait, quand on essaye un peu de faire le tri, il y a quand même un élément, c'est le sucre. Hein. Alors le sucre, le mot existe dans l'Antiquité, mais le produit ne correspond pas. Et ce produit, il va arriver en Occident, dans l'Occident latin, depuis le Moyen-Orient arabe, on va dire, de langue arabe et de civilisation musulmane. Mais comment ? Justement, il semble bien que les croisés, quand ils arrivent en Orient, à l'extrême fin du XIe siècle, en 1098-1099, ils découvrent tout à coup ces champs de canne à sucre. Ils commencent à goûter la canne à sucre et ils sont obligés de la goûter parce qu'ils sont soumis à une véritable politique de la terre brûlée de la part des souverains musulmans du Proche-Orient. Et donc, c'est une alimentation de famine d'abord. Et dans leur tête, ça correspond à un équivalent de la manne divine qui est racontée dans la Bible. Et à partir de là, ils découvrent la canne à sucre, ils découvrent le sucre aussi, qui est le produit raffiné, l'industrie sucrière qui existait au Proche-Orient musulman depuis longtemps, et ils vont s'y accoutumer. Parallèlement,
la médecine occidentale, qui est très influencée par la médecine arabe, découvre aussi le sucre ou un besoin du sucre dans sa pharmacopée. Et tout ça va amener effectivement la première importation du sucre en Occident, puis après il va connaître un grand succès dans la cuisine de la fin du Moyen-Âge et encore plus dans la cuisine de la Renaissance. Et alors, Marco Polo qui nous ramène les pâtes de Chine, là aussi Alors en fait, là, c'est une des légendes les plus faciles à démonter parce qu'on sait précisément quand est-ce qu'elle est née. Elle est née au XVIe siècle sous la plume d'un écrivain qui s'appelait Ramuzio, qui a écrit une sorte d'encyclopédie sur les voyages. Et dans cette encyclopédie sur les voyages, il a rapporté 2 passages de Marco Polo, un où il racontait qu'il avait goûté des pâtes en Chine, et un autre où il était censé avoir ramené tel ou tel produit. Les 2 ont été synthétisés par Ramuzio. Il a dit, voilà, c'est Marco Polo qui a ramené les pâtes en Italie. Or, on sait qu'il y a une civilisation des pâtes en Occident, dès l'époque romaine, donc les lasagnes par exemple, qu'ensuite on va avoir une influence arabe au XIe, au XIIe siècle à travers la Sicile pour l'importation des pâtes alimentaires, des pâtes sèches, qui a une civilisation aussi du ravioli et des pâtes fourrées, on va dire, en Italie du Nord et en Italie du Centre dès le XIIIe siècle, tout ça avant Marco Polo. Donc Marco Polo n'a pas ramené les pâtes en Italie, mais c'est une légende intéressante parce qu'elle a été construite. Et en cela, je trouve que c'est un peu un modèle, enfin, je trouve, des légendes alimentaires, c'est-à-dire on peut véritablement la suivre, et elle correspond à un besoin, d'une certaine manière. Loïc Bianassi, vous avez dirigé le repas gastronomique des Français, paru en 2015. Et actuellement, vous êtes en train d'écrire sur le sujet des mythologies, des légendes alimentaires. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu à la fois vos travaux et tout ce que l'on vient d'évoquer ? Oui, alors c'est un projet d'assez longue haleine que ce dictionnaire des légendes culinaires sur lequel je travaille. Par contre, il prend la suite de 2 articles que j'avais publiés, dont un avec une collègue italienne. Et l'un porte sur les légendes qui entourent Catherine de Médicis, et puis l'autre article se veut plus un travail de synthèse, une typologie. D'ailleurs, on retombe sur ce qu'on a pu expliquer, c'est-à-dire ces légendes culinaires. Finalement, je crois qu'il y a 3 grands types de légendes, c'est-à-dire qu'il y a 2 grands schémas, qui est la sérendipité d'un côté et l'importation, les légendes d'importation de l'autre. L'accident heureux. Alors, je vais peut-être prendre un exemple qui n'est pas médiéval, je ne sais pas, la tarte tatin, pour prendre quelque chose, voilà, l'accident qui fait naître une recette. Tu peux nous redire comment c'est supposé En fait, c'est fluctuant, ouais. C'est-à-dire que la première fois qu'on entend parler de cette légende de la tarte tatin, en fait, on est à la fin des années 70, quand elle émerge, c'est pas qu'on échappe la tarte tatin, qu'elle se retrouve à l'envers et que du coup on décide comme ça de la servir, c'est que en réalité une des sœurs Tatin, je ne me rappelle plus laquelle, discutant avec un client à l'auberge des sœurs Tatin à la Motte Beuvron, eh bien aurait oublié en fait de mettre la pâte. Et voilà. Et du coup, pour rattraper son erreur, aurait dû improviser et confectionner la tarte qu'on connaît aujourd'hui. Et puis alors, dans les années 80, là, les types d'accidents, et notamment cette tarte qui tombe et l'accident qu'on est donc obligé de rattraper, émerge. Donc ça, c'est un premier scénario, un premier schéma qu'on retrouve comme étant une légende des origines pour beaucoup de recettes. Et puis le deuxième, c'est la légende d'importation. Marco Polo et les pâtes, voilà un très bon exemple. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Alors, Catherine de Médicis, je vais y revenir tout de suite. Même chose. Là, c'est l'étranger. Alors, l'étranger, Marco Polo, Catherine de Médicis. Marco Polo, c'est le voyageur qui rentre chez lui, mais qui vient de l'étranger et qui importe quelque chose. Catherine de Médicis, c'est la reine italienne qui vient en France et qui fait découvrir et qui amène sa culture. C'est ça. Il peut y avoir aussi des étrangers beaucoup plus proches, j'allais dire. Là, on peut donner l'exemple du camembert. Alors, je suis désolé, je continue de quitter le Moyen-Âge, mais on a donné l'exemple des croisades, hein, d'ailleurs, ça fonctionnait aussi. Le camembert, là, c'est
un curé de la Brie qui vient en Normandie et qui apprend à Marie Harel comment faire le fromage comme on le fait dans la Brie. Donc là, on est à la veille on est durant la Révolution française, pardon. Et voilà, l'étranger, là, c'est un étranger proche, si on veut. Mais n'empêche que ça relève du même schéma. Et puis, troisième type de scénario, mais qui peut s'articuler notamment avec ces légendes d'importation, c'est adosser ces légendes d'origine, les adosser à la grande histoire. Soit un grand personnage, Marco Polo, Catherine de Médicis, pour reprendre ces exemples-là, soit des grands événements, et là on peut reprendre les croisades. Et voilà, on a là trois types de récits qu'on retrouve quasiment pour toutes les légendes, parce que en fait, derrière ça, il faut expliquer la nouveauté. C'est ça, il faut trouver un moyen de... Parce que l'historien, finalement, il est ennuyeux avec ses réponses. Généralement, il ne sait pas trop, ou alors il cerne des origines floues sur une période assez longue. Non, il faut un vrai acte de naissance rassurant, intellectuellement confortable. Et ça, l'historien, souvent, n'est pas à même de le fournir. Donc, une invention, une date précise, c'est un moment finalement de... Et d'ailleurs, c'est pas propre à l'alimentation. Hein. Non, voilà. C'est un moyen vraiment de réussir à comprendre la créativité, alors là, en l'occurrence, culinaire. Mais on trouve dans l'histoire des sciences, les Eureka d'Archimède ou Newton et sa pomme, on trouve exactement le même type de trame. Là, c'est de la sérendipité. La sérendipité, c'est ça, exactement. Et si je peux me permettre, dès l'Antiquité, il y a des listes d'inventeurs. C'est ce qu'on appelle la littérature eurématique. Hein. Donc, où on dit, voilà, il y a tel individu qui a inventé ça, Et c'est des noms, alors souvent, quelquefois, c'est des noms purement... inventés à leur tour, mais quelquefois ça peut être des noms de personnages importants, donc effectivement. Alors, je reviens au Moyen-Âge. En fait, non, je vais dépasser le Moyen-Âge parce qu'on a parlé de Catherine de Médicis. Oui. Et alors, du coup, cette rupture entre la cuisine médiévale, fortement épicée d'un côté, la cuisine de la Renaissance de l'autre, elle n'est pas aussi nette qu'elle en a l'air. Non, de toute façon, c'est même le sens même d'appellation comme cuisine médiévale, cuisine de la Renaissance, qu'on peut finalement questionner d'une certaine façon, parce qu'en plus, le Moyen-Âge, c'est quand même une période assez longue, donc une cuisine qui couvrerait l'ensemble de la période. Tout comme, donc premier point en effet, il y a de vraies, et elles dominent, continuité entre ces cuisine de la Renaissance et cuisine du Moyen-Âge, si on veut. Continuité, les épices, par exemple, l'usage des épices, là, c'est quelque chose qu'on retrouve totalement au XVIe siècle. On a parfois du mal ensuite à suivre les évolutions, deuxième moitié XVIe siècle, première moitié XVIIe, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que l'usage des épices va commencer à faiblir. Mais quand on est au XVIe siècle en France, sous François Ier, eh bien, les épices sont toujours aussi présentes. De la même manière, tout un tas de saveurs, l'aigre doux par exemple, le goût pour l'acide perdure. Tout un tas aussi de procédés culinaires. Il y a des évolutions qu'on a du mal à suivre avec précision parce que finalement la cuisine française du XVIe siècle n'est pas si bien connue qu'on peut le penser, pour une raison simple, peut-être pour deux raisons. Première raison, c'est que le corpus d'ouvrages culinaires n'est pas très étoffé. Le manque d'écrits. Voilà. Avant 1651, je crois qu'on n'a pas d'ouvrage. Disons qu'entre le milieu du XVIe siècle et 1651, il n'y a pas de livre de cuisine inédit. On a des manuscrits, mais là je parle de livres publiés en France. Comme ça reste quand même la source première pour appréhender ce qu'est la cuisine, parce qu'il y a une différence entre pouvoir... pouvoir prendre en compte les approvisionnements et la cuisine, c'est-à-dire les préparations culinaires, les recettes, et les livres de cuisine restent incontournables. Puisqu'on manque de livres de cuisine, on connaît finalement mal, évidemment, ce qui se prépare dans les... En plus, je parle là, évidemment, des maisons aristocratiques, ce qui se prépare pour les élites. Premier point. Et deuxième point, je pense quand même qu'aussi, c'est finalement un champ qui a été un peu délaissé par les historiens. Il y a sans doute des choses aussi à faire pour, notamment ce travail sur certains manuscrits inédits, qui doivent être menés pour peut-être affiner notre connaissance. Donc, cuisine mal connue, mais ce qu'on en connaît, en effet, c'est qu'il n'y a pas de rupture réelle avec le Moyen-Âge. Il y a sans doute des nuances, par exemple, on constate que le beurre est davantage employé au XVIe siècle, et c'est d'ailleurs une évolution qui, sur la durée, est porteuse d'avenir. Par contre, autre évolution... Sauf pour les artères.
tous. Et pour les grands consommateurs, oui, c'est sûr. Mais le beurre est utilisé notamment pour la cuisson des poissons et donc la cuisine du maigre. Ce qui est une nouveauté parce que le beurre est censé être une graisse grasse, si je puis dire. Hein, donc on ne peut pas consommer en jour maigre, pas consommer en carême. Et petit à petit, sous l'effet, je me permets d'insister, sous l'effet de la pression des consommateurs. Il y a une acceptation. Voilà, c'est ça. Et par exemple, une deuxième caractéristique de la cuisine de la Renaissance, c'est la forte utilisation du sucre, présent même dans des plats qu'on imaginerait salés aujourd'hui, hein, je sais pas, des tourtes de viande ou des plats de viande, justement. Là, je ne vais pas rentrer dans des considérations sur était-ce un goût ou était-ce une volonté de paraître. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'on mettait du sucre, on saupoudrait le sucre avant le service. Bon, prestige social, hein, on retombe là aussi sur le sucre est une épice finalement. Donc. Mais d'ailleurs, le sucre aussi, je trouve, c'est un bon indicateur sur la non-pertinence du découpage Moyen-Âge-Renaissance, parce que cette évolution, cette utilisation croissante du sucre, on l'aperçoit dès le XVe siècle. Et ça chute ensuite. Donc voilà finalement la preuve que penser, je veux dire, la cuisine de la Renaissance comme si elle apparaissait tout d'un coup au XVIe siècle, non, c'est pas la cuisine, on ne peut pas la penser selon des grands. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut penser de cette façon-là, selon des grands découpages d'ères historiques, de temps historiques. Moi, je vais quand même enfoncer des portes ouvertes. Hein. La fin du Moyen Âge, selon les historiens, on la situe à la chute de Constantinople. Pour d'autres, c'est à la découverte des Amériques. Alors 1492, c'est magnifique. On découvre énormément de nouveaux produits qui vont venir des Amériques et qui vont révolutionner la cuisine. Oui, ben, là, on peut dire que c'est aussi une légende, ça c'est sûr. Alors, on a oublié aujourd'hui le nombre de produits qui, en effet, sont originaires des Amériques. Et à quel point, d'ailleurs, même certains ingrédients essentiels dans ce qu'on appellerait les cuisines régionales aujourd'hui viennent des Amériques. Ça veut dire la cuisine provençale sans la tomate, sans le poivron. Ça veut dire la cuisine basque sans le piment, d'Espelette ou d'ailleurs. Voilà, et sans parler de la cuisine paysanne sans la pomme de terre. Parce que tout ça vient des Amériques et tout un tas d'autres produits, l'ensemble des courges, des haricots, etc. etc. Donc ça a vraiment, en effet, je veux dire, fondamentalement révolutionné la cuisine européenne. Par contre, ça l'a révolutionné progressivement. Le seul produit qui, immédiatement adopté, c'est la dinde. La dinde, on la trouve mentionnée chez Rabelais, on la trouve offerte à un repas donné en l'honneur de Catherine de Médicis par la ville de Paris en 1549. Donc voilà, les poules d'Inde ont tout de suite conquis les tables aristocratiques. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont remplacé les grands, c'est ce qu'on dit, les grands oiseaux décoratifs type paon, héron, etc. qui existaient? Je reste sceptique, moi, sur ça. Je trouve l'explication un peu courte. Moi, pourquoi elles n'auraient pas pu être consommées avec je veux dire, voilà, l'hypothèse est séduisante, elle est confortable. C'était l'hypothèse de Flandrin. Oui, alors pourquoi pas? Mais moi, je ne vois pas ce qui s'opposerait à l'idée d'avoir agrandi la gamme et conservé. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, je pense que dans le détail, l'abandon de ces différentes viandes, paon, cygne, etc., il s'est fait parfois avec des chronologies différentes. Or, la dinde, elle était là, elle est bien présente. Donc, dès qu'on touche à l'évolution des goûts, on est quand même sur un terrain tellement compliqué à appréhender. Voilà, c'est une explication, encore une fois, tentante, mais peut-être pas vraiment satisfaisante. Et le haricot, il n'a pas été diffusé assez vite, finalement? Je ne parle pas du haricot vert, hein, je parle du haricot blanc, hein, bien sûr. Mais pour moi, le haricot, il est vraiment... je pense que c'est assez compliqué à documenter, c'est-à-dire qu'il est présent assez rapidement au XVIe siècle, mais de manière massive. Je pense que là, il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle, et puis évidemment, après, le XIXe siècle. Et je pense aussi que dans la documentation, ça n'apparaît pas de manière très claire. Ah bah, la terminologie est variable. Parce que ça, c'est quand même un des grands écueils de l'histoire de l'alimentation, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on lit un mot, c'est pas qu'en histoire de l'alimentation, mais c'est quand même vraiment quelque chose qui pose des problèmes éminents, et qui d'ailleurs, à mon avis, nourrit un certain nombre de légendes. Parce que si on a envie de lire la première apparition d'un produit, souvent, il suffit de voir, par exemple, on aime à dire, en Touraine, que Rabelais parle déjà des rillettes, pour dire que les rillettes viennent de Touraine. En réalité, Rabelais parle de rille.
qui sont sans doute des pièces de porc allongées, voilà. Mais certainement pas de la purée, j'ai envie de dire comme on connaît pour les rillettes, cette purée de viande de porc. Donc il y a ce souci des termes, et pour le haricot, évidemment, je pense ça en fait partie et ça complique l'analyse. Après, il y avait beaucoup de plantes aussi qui étaient arrivées, que l'on connaissait, mais qui ont d'abord été considérées comme des plantes ornementales avant d'être consommées. C'est le cas de la tomate. Oui, voilà, c'est le cas de la tomate, tout à fait. Oui, il faut un temps d'acclimatation, il faut vaincre un certain nombre de préjugés. La première apparition de la tomate dans des livres de cuisine en France, c'est tout début 19e siècle, pour dire à quel point c'est tardif. C'est chez Viard, je crois que c'est en 1806, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment... c'est pas rien de manger quelque chose. Donc on comprend bien que quand il y a un nouvel aliment, on ne peut pas y aller tête baissée et qu'il faut des périodes comme ça, souvent très lentes, d'acclimatation. Donc non, là aussi, ces produits américains, c'est pas synonyme de rupture entre Moyen-Âge et Renaissance. Et pour revenir au sujet, enfin une question qu'on a un peu délaissée, pour Dieu sait qu'elle m'est chère, c'est Catherine de Médicis. Oui, on y revient. Parce que si on parle de cette rupture Renaissance-Moyen-Âge, c'est souvent parce qu'on lit, souvent, partout, je sais pas, que Catherine de Médicis, sa venue à la cour de France pour épouser le futur Henri II, en 1533, eh bien avec elle est venue avec dans sa valise des pâtissiers, des cuisiniers, et qu'ils auraient posé les bases de la grande cuisine française qui ensuite sera la référence en Europe. C'est totalement faux. D'abord, elle n'est certainement pas venue avec une escouade de maître queux. Ça, c'est attesté par aucun document, par aucun témoignage. Et de toute façon, on pourrait bien mettre au défi quiconque de nous expliquer en quoi cette cuisine française, qui, je le répète, on connaît finalement assez mal, du XVIe siècle, pose les bases de ce qui sera ensuite la grande cuisine de la cour de Louis XIV. Donc là, c'est vraiment une légende. Au contraire. Et de cette légende première de Catherine de Médicis, mère fondatrice de la cuisine française, a découlé plein de petites légendes de Catherine de Médicis qui importe les glaces, Catherine de Médicis... Les poisons. Alors, oui, en plus, il y aurait toute cette dimension. La fourchette. La fourchette. Alors, la fourchette. La fourchette, c'est donc à partir de la fin du XIVe siècle, en Italie, parmi les élites, on sait que la fourchette est utilisée. Peut-être d'ailleurs avant, et sans que ce soit très clair. Mais 15e siècle, c'est quelque chose d'assez banal. On a mis ça parfois en lien avec les pâtes, avec la consommation de pâtes. Je parle de la fourchette couvert individuelle. C'est une fourchette à deux... Oui, à deux dents. Oui. Parfois, on lit que les siècles passants, en France, les dents se sont ajoutées. On trouve quand même des fourchettes à 3 dents dès le XVIe siècle. Dès le XVIe. Et donc c'est sans doute pas, j'ai envie de dire, de siècle en siècle, on n'a pas rajouté des dents. Mais non, donc il y a cette idée, voilà, mais au XVIe siècle, en France, on connaît la fourchette, on en trouve dans des inventaires après décès. Elle est rare. Catherine de Médicis l'utilisait peut-être, pourquoi pas. Elle ne l'a certainement pas importée. Son fils Henri III non plus. Là aussi, on explique qu'il l'avait découverte peut-être à Venise. D'ailleurs, c'est contradictoire. Si sa mère était celle qui avait importé la fourchette, pourquoi son fils l'aurait découverte à Venise? Bon, bref. Tout ça pour dire que cette conquête de la fourchette, elle a été de la France par la fourchette, des élites françaises en tout cas par la fourchette, a été très lente et elle triomphe vraiment totalement, définitivement au XVIIIe siècle. Donc là encore, d'une certaine façon, la Renaissance, c'est pas une rupture en la matière. Et alors, Loïc, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que l'on a, on véhicule toujours de telles idées reçues, notamment à travers les grands médias ou encore la littérature ou Internet? Je pense que la question, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que tous ces nouveaux moyens de communication donnent encore plus d'écho à ces légendes. C'est-à-dire que réellement, on les trouve absolument partout. Moi, je prends comme exemple, je reste avec Catherine de Médicis, un certain Poplini. On lui prête l'invention de la pâte à choux, des choux à la crème. Il serait venu avec Catherine de Médicis, etc., etc. On donne la date de 1540. Bon.
Il a une fiche Wikipédia, Poplini. Or, il n'a jamais existé. Voilà. Il est apparu à la fin du 19e siècle et pourtant, vous trouvez, il y a un magasin, peut-être que ce sont eux qui ont créé la fiche Wikipédia, qui spécialisé dans les choux à la crème à Paris et qui s'appelle aussi Poplini. Donc, non, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, ça offre là, puisqu'il y a cette dimension participative et que finalement, ces légendes, encore une fois, restent plus séduisantes que ce que les historiens patentés peuvent avancer, parce que les historiens, j'ai envie de dire, les universitaires, viennent avec leurs doutes, leurs questions, leurs zones d'ombre. C'est quand même moins amusant qu'une belle légende, qu'un bel accident, qu'un grand personnage qui fait découvrir un produit. Donc, j'ai envie de dire, l'historien ne fait pas le poids face à ces belles histoires. Et nouveaux médias ou pas, peut-être même donc au contraire, ça ne change rien à ce fait-là. Je vous propose donc de découvrir certains ouvrages en rapport avec notre thématique et notamment pour en finir avec le Moyen-Âge de Régine Pernoud. Alors c'est un ouvrage qui date un petit peu. Régine Pernoud, elle est bien datée parce que malheureusement décédée. Mais en tout cas, ça a été l'une des premières à vouloir contrer des idées reçues présentes sur le Moyen-Âge, pas uniquement dans l'alimentation. Donc un ouvrage que je vous recommande. Pour aller un petit peu en prolongement de la question des légendes, un collectif qui vient de sortir autour des imaginaires de la gastronomie, qui prend cette question d'un point de vue transversal, c'est-à-dire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec une suite d'articles qui éclairent certains des points qu'on a évoqués. Et j'ai moi-même commis un petit article à l'intérieur sur la liste. Justement, excellent article. Merci, c'est gentil. Donc sur la liste, les listes de produits renommés qui sont au centre de la gastronomie et qui, quelquefois, empruntent les chemins de la légende, en effet. Donc, le second ouvrage que je voudrais recommander, c'est le dernier numéro de la revue de l'UHA, Food and History. Donc malgré un titre anglais, il peut y avoir des articles en français, donc il y en a pour tous les goûts. Et c'est sur l'alimentation et ce qu'on appelle en anglais les weather studies, donc les études sur le climat, le temps qu'il fait, etc. Et c'est sur cette influence de l'environnement, en fait, sur l'alimentation que parle ce volume. Loïc, toi, tu inaugures une nouvelle collection. Alors oui, donc là aussi, on n'est pas dans... Au contraire, j'allais dire, on n'est pas dans les légendes culinaires. J'ai le plaisir de co-diriger cette collection qui ambitionne d'aborder des monuments historiques par le biais de la table, de l'alimentation, de la gastronomie. Et le premier opus par Anne Gérardot, qui est à la tête des archives de l'Indre, porte sur le château de Valençay. Château de Valençay, donc collection qui s'appelle À la table 2, et donc à la table du château de Valençay. Et je dis que c'est bien l'antithèse des légendes, parce que là aussi, autour de Talleyrand, de Carême, il y a des légendes culinaires. Talleyrand, c'est notamment des phrases qu'on lui prête souvent qu'il n'a jamais prononcées. Donnez-moi des casseroles et j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions. Au congrès de Vienne, il ne l'a jamais dit. Et Carême, c'est qui ? Carême, le grand cuisinier. Antonin Carême. Voilà, oui. Antonin Carême, le grand cuisinier français du début du 19e siècle, quelqu'un qui a bien travaillé aussi pour créer sa propre légende d'ailleurs. Et bien lui, la légende souvent, c'est qu'on estime qu'il est allé au congrès de Vienne, chose qu'il n'a certainement pas faite. Et plus d'autres légendes. Bref, tout ça pour dire que, au contraire, cette collection se veut sérieuse. Mais pas ennuyeuse. Mais pas ennuyeuse, non, vraiment pas. Très documentée et qui offre un regard, je pense, inédit sur tout un tas de monuments. Là, c'est vraiment le cas pour Valençay. Et c'est un vrai plaisir de lecture avec des documents inédits. Et donc, le fond, la forme, c'est quelque chose dont nous sommes vraiment très heureux à l'UHCA. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher, ce qui est toujours important. Allez, je vois que vous nous avez ramené un ouvrage dont on a déjà parlé. Oui, mais qui là, vraiment se rapporte pleinement à tout ce qu'on a pu évoquer. Cette histoire de la légende italienne de Catherine de Médicis et de cette pseudo-rupture entre Renaissance et Moyen-Âge. Donc c'est la table de la Renaissance, le mythe italien, un ouvrage des actes d'un colloque qu'avaient organisé Pascal Briouat et Florent Kellier. Et c'est il y a notamment cet article que j'ai
réalisé, que j'ai rédigé avec Antonella Campanini, autour de la construction de ce mythe de Catherine de Médicis. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Bruno, merci Loïc. À toi. Merci. Voilà, ce voyage passionnant au cœur des mythes et légendes de la cuisine. Ce podcast, sachez-le, il est également le vôtre, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos idées. Nous pouvons également parler de vos événements dans notre agenda. Et pensez naturellement à partager, à liker, mettre un pouce bleu, commenter. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Aimés et des mots pour une histoire culinaire.